Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aude Helleput, entrepreneur passionné et associée de Skincare. Ensemble, nous allons explorer son parcours fascinant depuis ses débuts chez Pierre Marcolini, en passant par LVMH et L'Oréal, jusqu'à sa transition vers l'entrepreneuriat. Avant de se lancer pleinement dans l'aventure Skincare, Aude vit 2 bouleversements majeurs. Son poste chez L'Oréal est affecté aux Pays-Bas et en même temps, elle tombe enceinte de son premier fils. Là, sa vie change. Ces événements la poussent à repenser ses priorités et à se lancer dans une nouvelle direction. L'histoire de Skincare commence avec le docteur Dirk Smet, un gynécologue expérimenté qui a consacré sa carrière à améliorer le bien-être des femmes. Au fil des années, il a rencontré de nombreuses patientes souffrant de troubles intimes pour lesquels aucune solution satisfaisante n'était disponible. Face à cette réalité, il a décidé de créer ses propres produits pour répondre à ses besoins non comblés. Skincare est né de sa volonté d'offrir des solutions sûres et innovantes pour les femmes. Aude, touchée par la mission de Skincare, a adhéré pleinement au projet. Elle rejoint l'équipe en 2023 en tant que consultante et rapidement, elle décide de s'investir à 100% dans cette aventure. En 2024, elle devient officiellement associée de Carl Philippe, fils du fondateur et membre clé de l'équipe, et ensemble, ils travaillent à bâtir l'avenir de la marque. Il est important de souligner que Skincare repose sur une expertise professionnelle solide. Le docteur Dirk Smet est gynécologue et sa fille, le docteur Elisabeth Smet, l'est également. Une équipe de professionnels de santé donc, engagée à offrir des solutions fondées sur des connaissances médicales pointues. Depuis ma rencontre avec Aude, j'ai intégré les soins Skincare à ma routine et je ne peux plus m'en passer. Que vous soyez enceinte, en postpartum, en ménopause ou toute autre étape de votre vie, chez Skincare, vous trouverez un soin adapté. Pour moi, ces soins sont devenus incontournables et je les offre également à mes copines, dont nombreuses sont actuellement enceintes ou en postpartum. C'est le cadeau qui fait du bien à glisser dans la valise de maternité, car on n'oublie pas de chouchouter maman autant que bébé. Dans cet épisode, Aude nous parle de son parcours, de ses choix de vie, de son passage à l'entrepreneuriat et de l'impact de la maternité sur sa vision et ses décisions. Elle nous explique comment elle a trouvé un véritable sens dans cette aventure et pourquoi Skincare est plus qu'une entreprise pour elle. C'est un projet de cœur, c'est une vraie mission. Vous êtes sur Audace, le podcast qui met en lumière des parcours uniques et authentiques. Ici, on parle de business, de bien-être, de développement personnel et bien plus encore, avec des invités qui partagent leurs expériences et leurs savoirs. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Chloé Génicaud et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Si vous aimez le podcast en général, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et de le partager autour de vous. Ça compte énormément pour moi et du partage organique comme ça permet de faire grandir le podcast. Donc merci beaucoup pour ça. Bonne écoute! Bonjour Aude. Bonjour Chloé. Merci d'avoir accepté mon invitation à passer dans le podcast. Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec moi. Tu es rayonnante et franchement, on peut le dire tout de suite, tu es enceinte et tu as un glow de grossesse incroyable. Je n'ai même pas vu que tu étais enceinte, tu me l'as dit, mais sinon j'aurais jamais vu. Donc particulièrement rayonnante. Ah ben merci beaucoup. Je me sens pas toujours rayonnante. Ouais, moi, j'étais pas dans cet état-là, je te l'avoue. Je peux commencer par une question rituelle du podcast. J'aime laisser l'invité se présenter dans les mots qu'il décide, qu'il choisit. Donc, Aude, je peux te demander de te présenter, s'il te plaît. Certainement. Donc, je m'appelle Aude, j'ai 38 ans. Je viens de Rothes-Saint-Genèse et aujourd'hui, je vis à Anvers. J'ai déménagé à Anvers pour l'amour, on va dire. Donc, j'ai grandi à Rothes-Saint-Genèse. J'ai vécu à Bruxelles pendant 15 ans. Et je viens de déménager à Anvers parce que mon compagnon est anversois et lui voulait retourner après de multiples années à Bruxelles. Il voulait retourner de ses côtés. Tu parles néerlandais ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille bilingue, enfin même trilingue parce que ma maman parle anglais. Et du coup, j'ai fait toutes mes études en néerlandais jusqu'à l'université. L'université, j'ai fait en français. Et aujourd'hui, je travaille principalement en néerlandais parce que mon associé est néerlandophone. Je rebondis dessus. L'université, qu'est-ce que tu as étudié ?
Alors j'ai fait l'ULB, et j'ai fait des études de journalisme et communication, parce qu'à la base, je voulais devenir, journaliste. Et puis en fait, pendant mon parcours, j'ai changé d'avis. J'ai toujours énormément travaillé, quand j'étais jeune. J'ai fait beaucoup de jobs d'étudiant dans plein de secteurs différents. Et en fait, pendant mes études, j'ai travaillé principalement chez le chocolatier Pierre Marcolini. Et c'est là que j'ai découvert en fait une passion pour, les produits déjà. D'une part, donc les produits de qualité, les histoires que les produits peuvent raconter, et d'autre part, une passion pour le consommateur, et cette proximité avec le client en fait qu'on peut avoir. Et donc du coup, j'ai fait un revirement, et donc quand j'ai dû choisir mon master, je suis allée pour le master en communication des entreprises, qui touchait très fort en fait à tout ce qui a trait au marketing. Mmh. Impressionnant. Tu as des valeurs que, tes parents t'ont inculquées, que tu portes encore aujourd'hui? La valeur du travail, Ah. ça c'est certain, mais comme je disais, j'ai toujours fait énormément de jobs d'étudiant quand j'étais jeune. Ma maman a vraiment stimulé ça, et aujourd'hui, encore toujours, j'adore travailler, j'aime ça, j'aime mon boulot, et j'ai toujours bien aimé travailler, j'ai toujours bien aimé mes boulots, en fait. Donc ça, c'est certainement la plus grande valeur. J'ai eu une éducation, ma maman est d'origine anglaise, et donc j'ai eu une éducation assez traditionnelle d'un point de vue anglais, avec une grosse attention sur, les comment est-ce que je dis ça? Avec une grosse attention sur les bonnes manières, Oui. manière de se comporter, les manières à table, et cetera. Donc une éducation quand même assez stricte de ce point de vue-là. Oui. Et avec, un focus assez typique anglais sur les émotions. Pas trop Ah. montrer les Ah. émotions, et cetera. Et donc là, moi, ça, c'est un élément sur lequel j'ai fait un gros travail sur moi-même, au fil du temps, pour quand même développer, cet aspect que j'avais beaucoup moins, en fait, d'un point de vue familial. Aujourd'hui, tu es maman Oui. d'un petit garçon et bientôt, d'un second, si on peut dire le sexe. Oui, tout à fait. Cette éducation bienveillante qu'on entend beaucoup parler, tout ça, comment toi tu te situes par rapport à ça? Avec toi, ton background d'éducation assez stricte et les bonnes manières, et on cadre l'enfant, même si on cadre l'enfant bien sûr dans l'éducation bienveillante, mais comment toi, en tant que parent, maintenant tu te places par rapport à ça? C'est une super bonne question. Et je trouve que c'est pas toujours évident de trouver un équilibre. Mais voilà, j'essaye malgré tout. Je pense que je suis plutôt bienveillante avec mon fils. Mais par contre, c'est vrai que je mets aussi, une grosse attention sur, les merci, les bonnes manières à table. Mon fils va 3 ans et demi, donc on commence quand même à pouvoir entrer dans ces discussions. Et donc, tant mon compagnon que moi-même, on essaye vraiment d'allier la bienveillance, mais d'autre part, effectivement, aussi les bonnes manières. C'était une petite parenthèse, parce que ton avis m'intéressait, parce que je suis en plein questionnement justement pour mes propres tu vois, toutes mes questions, je les pose. Mais tu as bien Je me dis raison. peut-être que les auditrices sont intéressées par ça. Bon, Non, voilà. non, tu as bien raison, Enfin, mais c'est pas évident, et on parle beaucoup effectivement de cette éducation bienveillante et communication non violente. Et voilà, je pense que ça dépend aussi un peu du caractère de l'enfant, ça dépend du caractère des parents et de la la son manière dont on vécu. se sent dans son mental et dans son corps aussi à ce moment-là. Moi, j'essaye d'être super patiente avec mon fils, j'essaye de pas lever la voix, mais c'est pas toujours facile non plus. Parfois, on est fatigué, parfois, on est à bout. Mais je pense que voilà, on doit faire du mieux qu'on peut, et de pouvoir ajuster aussi en fonction de la situation. Tu es exigeante toi avec toi-même? Hyper. OK, on y reviendra. Fin de la parenthèse, je continue dans ton parcours académique. Donc Pierre Marcolini, très belle école. Oui. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Là, c'était Donc des stages, c'était job d'étudiant? Non, donc en fait, Pierre Marcolini, j'ai commencé quand j'avais, 17 ans, OK. donc j'étais encore, en Super. secondaire, Ouais. et donc je travaillais les mercredis après-midi, les samedis et les dimanches parce que la boutique du Sablon était ouverte le dimanche. J'ai continué pendant mon parcours universitaire, et puis une fois que j'avais mon diplôme en poche, j'en ai d'abord profité pour voyager un peu quand même. Mais j'avais, collecté les fonds nécessaires pour le faire grâce à tous ces jobs d'étudiants. Et puis en fait, j'ai commencé chez LVMH, donc le groupe, Louis Vuitton, Moet Hennessy. J'ai travaillé pendant plus ou moins 2 ans pour la structure MH, donc Moet Hennessy, qui est la structure en fait des boissons alcoolisées du groupe. Donc c'est les champagnes Moet et Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, et cetera. Il y a une sélection de vins et une sélection de spiritueux. Et donc là, j'ai commencé, quelques temps après mes études, comme responsable du développement B2B, OK. donc le développement, des entreprises
en fait, qui achetait les produits pour les cadeaux de fête de fin d'année, relations clients, etc. Et donc, j'ai fait ça pendant 2 ans avant de commencer chez L'Oréal pour la division des produits de luxe, qui est la division en fait qui distribue les produits du groupe dans le réseau de parfumerie, donc ici Paris XL, ancien Planète Parfum qui est devenu April, Inno, etc., etc. T'as un attrait pour le cosmétique, pour le bien-être, ou c'est une boîte qui juste t'appelait, te parlait pour d'autres valeurs? Non, j'ai un attrait pour le sensoriel, je dirais. Donc ça, c'est d'une part le sensoriel, donc vraiment effectivement le gustatif, ce qui touche au nez, ce qui touche aux textures. Donc ça, d'une part. Et j'ai un attrait pour les histoires, les marques qui racontent des histoires, les produits qui racontent des histoires, et la qualité en fait qu'il y a souvent derrière ce type de produit. Combien de temps chez L'Oréal? 10 ans. Alors, Ouais. Oui. Ok. T'as changé de département au sein de L'Oréal, t'as un peu touché à plusieurs fonctions. Oui, tout à fait. Donc, j'ai commencé en fait dans le département commercial comme Key Account Manager, donc responsable grand compte. Puis j'ai évolué vers le département Trade Marketing, où du coup j'étais responsable du département. Et puis ensuite, je suis devenue directrice marketing pour un pôle de marques du groupe. C'était les marques Thierry Mugler, Azzaro, Valentino, Prada, Viktor et Rolf, etc., Wow. etc. Oui, des grosses fonctions avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress. Beaucoup de stress, beaucoup de boulot. Manager des gens aussi? Oui, manager ton tout équipe? à fait. Oui. Comment tu t'es sentie durant toutes ces 10 ans de ta vie? En phase avec tes responsabilités? En phase avec tes fonctions? J'ai commencé chez L'Oréal et je devais avoir 24-25 ans. Et je suis partie, j'avais 35 ans. Donc, j'ai quand même vécu des gros changements, je pense, pendant cette période. Tant d'un point de vue mental, d'un point de vue développement personnel, dans le type de fonction aussi, effectivement. J'ai commencé, j'avais pas d'équipe, puis j'ai évolué vers une fonction avec une équipe, et puis après, effectivement, directrice marketing. Donc oui, clairement, j'ai complètement changé. L'Oréal est une entreprise qui, je trouve, met beaucoup de focus sur le développement personnel. Et donc, je trouve que j'ai été très bien accompagnée de ce point de vue-là. Et donc, voilà, même si ça a été, comme je disais, il y a eu des hauts et des bas. C'est une entreprise où on travaille beaucoup. J'ai adoré travailler là. Comme je disais, j'aime beaucoup travailler. Donc, il n'y a pas eu un jour où je me suis dit, j'ai pas envie d'aller travailler. Et donc, voilà, c'était une très, très belle histoire et qui a touché à sa fin, du coup, On va y il y a venir quelques justement. années. J'allais te dire, oui, mais pourquoi? Quel a été le déclic? Pourquoi es-tu partie? Alors, c'est une histoire. Oui, c'est toute une histoire en fait. Donc, le jour où j'allais annoncer à mon patron que j'étais enceinte, c'était en plein Covid et on avait été appelés pour une partie des équipes au bureau. Et c'est le jour en fait où ils ont annoncé une grosse restructuration, dans le sens que le siège déménageait aux Pays-Bas, à Hoofddorp, qui est pas très loin d'Amsterdam. Et donc, ma fonction en fait déménageait à Amsterdam. Et donc, c'était effectivement le jour où j'annonçais à mon patron que j'étais enceinte. Et puis, il y a tout un questionnement qui s'est mis en route parce que je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître là-dedans, mais je pense que quand on a un premier enfant, de base déjà, il y a un questionnement qui démarre. Qu'est-ce que je veux faire? Quel équilibre j'ai envie d'avoir? Quel type de maman est-ce que j'ai envie d'être? Et comment est-ce que j'allie ça avec ma fonction professionnelle? Donc, il y avait déjà cette réflexion-là, mais qui, du coup, est venue, a été complexifiée, on va dire, par cette décision de L'Oréal. Et en fait, on n'en a pas encore parlé, mais moi, j'ai rencontré mon compagnon chez L'Oréal. À l'époque, il travaillait pour L'Oréal aussi, mais lui, sa fonction restait en Belgique. Ah oui. Ouais. Et quelle fonction, lui? Il est dans quel domaine? Lui, il était dans le département commercial. Et il est toujours dans un département commercial, mais il a changé d'entreprise depuis parce qu'on a décidé de ne pas partir à Amsterdam, de rester ici. Et donc, voilà, lui, il a changé d'entreprise. Et du coup, moi, dans tout mon questionnement, je savais en fait depuis longtemps que je voulais me lancer à mon propre titre.
Et c'est vrai que, la décision de L'Oréal, au final, m'a permis d'aller de l'avant et de prendre la décision peut-être plus rapidement que je ne l'aurais fait si j'étais restée là. Mmh. Parce qu'en fait, j'étais très bien là, comme je disais, j'adorais mon job, j'adorais mes équipes, j'adorais les marques pour lesquelles je travaillais, donc tout était très, très bien, tout était rose et au final, je suis ravie de ce qui s'est passé et de la tournure qu'a pris, ma vie professionnelle. Ouais, parfois il y a un mal pour un bien. Oui, tout à fait, tout à fait. Tes parents, sont entrepreneurs eux-mêmes? Non, pas du tout. Pourquoi cette envie, Hem, toi, d'entreprendre? je pense que c'est inné, en fait. J'ai pas de réponse, en fait. J'ai toujours voulu entreprendre, j'ai toujours voulu travailler pour moi-même. Et donc oui, je sais pas, c'était inhérent. Mmh. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de L'Oréal, mais L'Oréal est une entreprise qui favorise vraiment, je trouve, l'entrepreneuriat, même si on est dans une grosse structure, une structure très corporate, c'est vraiment une des valeurs de l'entreprise. Et donc est-ce que ça a peut-être été exacerbé par mon expérience là? C'est possible. Mais en tout cas, je savais qu'à un certain moment de ma vie professionnelle, je voulais me lancer à mon propre compte. Alors raconte-nous la genèse du projet, comment tout ça, comment l'aventure démarre? Alors Oui. le projet en tant que tel, il a commencé avant moi. Mmh. Donc en fait, Skincare, Mmh. qui est le projet dont je suis la cofondatrice, a été créé dans le cabinet de gynécologie du père de mon associé. Donc l'entreprise en tant que telle a été créée il y a 3 ans et demi Mmh. et donc le père de mon associé, est un gynécologue. Il a 70 ans aujourd'hui, il a énormément d'expérience et lui a voulu développer en fait un produit, à petite échelle pour aider ses patientes parce qu'il remarquait que de plus en plus de ses patientes qui passaient dans son cabinet de gynécologie souffraient de plaintes intimes, et notamment de sécheresse vulvaire. Mmh. Et il voulait vraiment accompagner ces femmes différemment que, ce qui existait aujourd'hui sur le marché et donc avec un professeur en pharmacologie, il a commencé à développer un 1er produit. Mais comme je disais, l'ambition était vraiment à petite échelle de pouvoir recommander ça aux patients de son cabinet et assez vite, en fait, il s'est rendu compte, et il a été confronté, à la législation, au besoin de contracter des assurances, à des quantités minimales de production. Donc à Mmh. plein de choses qui viennent effectivement se rajouter et c'est là qu'il a demandé à son fils, qui du coup est mon associé, s'il voulait pas reprendre le projet et construire quelque chose, autour de ce premier produit et c'est comme ça que Skincare est né, en fait. Son fils, tu le connaissais d'où, toi? Alors, son fils est un très bon ami de mon compagnon, de Sam, et donc en fait, c'est quand moi j'ai quitté L'Oréal et que j'étais en plein de réflexion, qu'est-ce que je veux faire? J'ai envie de lancer mon propre projet, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'il est venu vers moi et qui m'a dit: «Ah tiens Aude, est-ce que tu as pas envie de m'aider sur le projet en tant que consultante?» D'accord. Et donc j'ai aidé sur le projet pendant 1 an en tant que consultante, jusqu'à ce qu'il me demande de rejoindre l'aventure officiellement en tant que cofondatrice, Ah voilà. waouh! Ah ouais, OK, c'est une belle aventure et Ouais. donc ça, on est en quelle année? 2020? Donc là, on est en 2022 quand j'ai commencé en tant que consultante et du coup, j'ai rejoint officiellement en 2023. À ce moment-là, il y a un produit existant sur le marché et petit à petit, vous faites toute une gamme. Comment ça s'est développé tout ça? Oui, donc c'est une très, très bonne question. Donc Skincare existe maintenant depuis 3 ans et demi. Pendant 1 an et demi, effectivement, on a travaillé avec, le premier produit qui avait été développé par le docteur Smet. On a remarqué que, il y avait un grand intérêt, en fait, par rapport à ce produit et en fait, on a rencontré énormément de prestataires de soins de santé parce qu'évidemment, c'est notre habitat naturel, on va dire, vu qu'on provient du cabinet de gynécologie. Donc on a rencontré, des gynécologues, des sages-femmes, des consultantes en ménopause, kinésithérapeutes du plancher pelvien et c'est en fait sur la base et suite à ces discussions qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin additionnel, dans des soins intimes de qualité pour la femme. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est vraiment notre mission en tant qu'entreprise, c'est d'accompagner la femme dans son bien-être intime au travers de toute sa vie et donc au travers de tous les changements hormonaux qu'une femme peut avoir. C'est des soins qui sont réalisés les matières premières, tout ça, vous essayez de rester local ou en Belgique ou tout ça est naturel? Tu peux nous dire un peu plus sur la composition?
Oui. des produits? Oui, tout à fait. Alors c'est vraiment une fierté et c'est quelque chose sur lequel on essaye de mettre énormément d'accent. C'est, effectivement, on est une marque qui est 100% made in Belgium, Mmh. jusqu'à notre carton, en fait. Ouais, Donc et les c'est beau. emballages autour de nos produits sont, du carton qui provient de Belgique. Et effectivement, tous nos ingrédients sont 100% naturels. Donc ça, c'était vraiment, en fait, dans l'ambition du Dr Smed dès le départ, c'était d'avoir des produits de qualité. J'en raconterai plus, lors de notre discussion, mais d'avoir des produits de qualité et des produits qui peuvent être utilisés par un maximum de femmes Mmh. en toute sécurité et fiabilité. Et donc effectivement, on est sur des compositions naturelles qui peuvent être compatibles, en fait, avec la grossesse, l'allaitement, mais également les traitements oncologiques. On travaille beaucoup sur la ménopause aussi et donc il y a énormément de femmes qui prennent des thérapies hormonales de substitution et donc c'était important d'avoir des produits justement qui pouvaient être compatibles avec cette large gamme de phases de vie, on va dire. Mmh. Je les trouve super beaux. Les boîtes, les packaging, c'est vraiment, très joli. C'était quoi la recherche derrière le logo et le code couleur? Alors, merci beaucoup déjà pour le C'est compliment. hyper beau. C'est super gentil et effectivement, on a beaucoup de consommatrices qui nous le disent, on a beaucoup de prestataires de soins de santé aussi qui nous le disent. En fait, ce qu'on voulait faire à la base, c'était, de sortir les produits de soins intimes de la sphère du tabou. Mmh. Aujourd'hui, quand on pense aux soins intimes, on peut parfois penser un peu aux produits, désuets, un peu, poussiéreux, qu'on retrouve dans le coin d'un rayon. Et donc on voulait vraiment et c'est vraiment la mission aussi de l'entreprise, c'est de briser le tabou qu'il y a autour de toutes ces plaintes intimes qu'on peut avoir, que ce soit pendant la grossesse, après l'accouchement, lors de la ménopause. Et donc on voulait avoir des produits justement qui permettent aussi de sortir de cette sphère de tabou. Donc effectivement, le côté esthétique a été, très important pour nous dès le départ. On s'est fait accompagner par une agence de branding anversoise qui nous accompagne encore toujours. Et donc en fait, on a travaillé, on a vraiment essayé de trouver un équilibre entre l'esthétique, mais le côté aussi, médical et pharmacie en fait qui reflète nos valeurs de marque et là où on se retrouve aussi en tant que marque. Donc on a vraiment essayé d'allier les 2, tout en ayant de nouveau, comme je disais, des produits qui soient attractifs pour la cliente et qu'elle n'ait pas de gêne d'utiliser ou ne pas avoir de gêne non plus de l'avoir dans la salle de bain. Mmh. Oui, ça se voit sur le site, les photos, je les trouve très belles, même poétiques, en fait. C'est beau et en même temps, on comprend, l'utilité, on comprend vers quelle zone qu'on va traiter, mais c'est très beau, c'est très, distingué, très chic, en fait. Tu mets le doigt vraiment sur un de nos gros challenges, c'est comment parler de nos produits, comment montrer l'utilisation de nos produits, parce que c'est pas toujours des utilisations qui sont évidentes à faire Oui. transparaître et donc c'est comment effectivement réussir à montrer ça en visuel, mais d'une manière assez jolie, sans qu'on tombe effectivement dans le côté très brut, Ouais. de l'intimité. On peut vous trouver où sur le marché? Alors, on a notre propre webshop qu'on a lancé en fait dès le jour 1. C'est super intéressant pour nous d'avoir notre propre relais parce que ça nous permet d'avoir énormément d'informations sur qui sont nos clients, comment est-ce qu'ils utilisent nos produits. Et puis alors, on est disponible dans toutes les pharmacies de Belgique. Waouh! Pas toujours physiquement, Ah oui, mais en fait, on travaille avec les shop. grossistes qui livrent les pharmacies. Et donc, si notre produit n'est pas physiquement disponible, on le commande et 2-3 heures plus tard, c'est livré en pharmacie. Waouh! Bah, chapeau, c'est pas toujours évident, hein, d'approcher les pharmacies, de convaincre les pharmaciens et les pharmaciens sont très bons vendeurs pour un produit quand tu arrives en pharmacie. Bah, souvent, c'est chapeau. J'entendais des podcasts de d'autres marques, Caudalie et d'autres. C'est vrai que la pharmacie vend très bien et moi, je suis la première à faire confiance à ma pharmacienne qui est ma belle-sœur. Donc si elle recommande, c'est vrai que gage de qualité pour moi. Donc Oui, chapeau, bravo. oui. Beau, belle Merci victoire. beaucoup, mais effectivement, tu as tout à fait raison. On essaye vraiment d'être là, là où la cliente nous fait confiance. Oui, Donc on travaille déjà énormément avec le réseau de prestataires de soins de santé, donc on a des gynécologues qui nous prescrivent, des spécialistes. On travaille beaucoup avec des sages-femmes, notamment avec, le avec le centre centre périnatal, périnatal où on du Brabant. enregistre aujourd'hui, oui. Centre Tout périnatal à travaille fait, avec tout à fait. Skincare. Et effectivement, du coup, en termes de relais, on va dire d'achat de nos produits, c'est important d'être là où la consommatrice nous fait confiance, en fait. Mmh. Et c'est plutôt en pharmacie. Très bien vu. Quels sont les gros défis que vous avez rencontrés dans le passé et peut-être ceux que vous avez encore à l'heure d'aujourd'hui? Je pense que le premier gros défi, j'étais pas présente pour ce défi-là, mais c'était effectivement un projet qui avait été prévu à petite échelle. Mmh.
où Carl Philippe, du coup, mon associé, et son papa, le docteur Smet, ont été confrontés, en fait, par rapport à toute la législation, comme j'expliquais plus tôt, qui a lieu autour de ces produits. Et heureusement, effectivement, qu'il y a un contrôle. Ouais. Mais c'est vrai que quand on veut commencer un produit, une marque à petite échelle, on s'attend pas toujours à ce type de challenge. Donc ça, je pense que c'était le premier, en tout cas, lors du démarrage de la marque. Aujourd'hui, c'est en anglais, on dit scalability. D'expandre la marque. Ouais, voilà, mais c'est l'expansion effectivement en quantité aussi, parce qu'on est dans une marque niche, avec des produits niches, et donc la grosse réflexion qu'on a, c'est comment est-ce qu'on peut agrandir notre niche? Donc une manière d'y répondre, c'est avec le développement produit, c'est d'agrandir le cycle de vie ou d'élargir le cycle de la vie de la femme. Donc aujourd'hui, on se concentre sur la grossesse, l'accouchement et la ménopause. Mais on a des produits qui ont été testés en fait dès la naissance ou dès 3 ans. Donc c'est des types en fait de clients qu'on pourrait très bien aborder aussi, où on le fait pas encore aujourd'hui. Donc ça, c'est un des gros challenges, je dirais, c'est vraiment d'étendre le scope de la marque, on va dire. Oui. Vous êtes combien dans l'équipe? Il y a la fille est gynécologue aussi? Non. Oui, c'est ça, j'ai vu sur le site. oui, t'as bien vu. Et je me dis, Oui. Donc en fait, donc il y a le docteur Smet en fait qui a créé la marque à la base. Aujourd'hui, d'un point de vue gynécologue, on se fait vraiment accompagner par la sœur de Carl Philippe, qui est gynécologue aussi. Il provient vraiment d'une famille de gynécologues. C'est incroyable. Son beau-frère est gynécologue aussi. Donc, on est super, super bien entourés. Et ce qui fait vraiment la valeur de la marque aussi, parce que du coup, on est vraiment développé par des gynécologues. On a des gynécologues in-house. Donc, les articles blog, le contenu qu'on développe pour Instagram, etc., tout ça a été écrit et validé par nos gynécologues. Et donc, en fait, Elisabeth, qui est gynécologue en Australie, nous accompagne à raison d'1 jour semaine. Ensuite, il y a Carl Philippe et moi-même qui sommes l'équipe opérationnelle, donc on fait tout. Wow. On a l'aide de quelques super stagiaires pour lesquels on est vraiment très, très reconnaissant. Et alors, on est en train de recruter notre premier employé. Waouh, ouais, c'est une boîte qui s'agrandit. On peut parler des financements? Comment vous avez lancé les financements en fonds propres? Ou vous avez levé des fonds? Alors, il y a, comme tout début, le démarrage a été fait effectivement par des fonds propres. Aujourd'hui, on a un investisseur externe qui nous accompagne dans le projet et qui nous apporte énormément de know-how aussi, parce que c'est quelqu'un qui est dans le secteur. Et alors ensuite, le siège est en Flandre. Et donc, on a été accompagné par le gouvernement flamand, assez bien accompagné d'un point de vue subside. On a travaillé avec PMV, qui est Participatiemaatschappij Vlaanderen. Et puis après, on travaille avec les institutions bancaires. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là dans les années à venir? Donc, scalabilité, on en a parlé, grandir. Est-ce qu'il y a d'autres challenges que tu aimerais, qui te tiennent toi personnellement à cœur? Je pense le premier, c'est de réussir à grandir en ayant un bel accompagnement d'équipe. Je pense que ça, c'est primordial, et je pense que c'est difficile pour une start-up en phase d'évolution de recruter les bonnes personnes et de pouvoir continuer à les accompagner. Je disais, on est en train de recruter notre premier employé. On va sans doute à un certain moment rechercher un deuxième employé. Et donc, c'est effectivement comment est-ce que tu sors de cette dynamique de start-up où on est 2 et quelques stagiaires vers une équipe plus complète. Et quelle stratégie? Vous prenez plutôt des profils expérimentés ou plutôt des profils juniors que vous formez? Je pense que ça va dépendre un peu du type de fonction. Ici, on est à la recherche, on appelle ça un medical visitor, donc c'est un représentant médical en fait qui va visiter les prestataires de soins de santé sur une certaine région. On est assez ouvert en fait parce qu'on a la particularité de devoir recruter quelqu'un qui, sait parler à un large public de prestataires, de pouvoir parler à des spécialistes, à des consultantes en ménopause, des sages-femmes, etc. Mais deuxièmement, on doit pouvoir travailler dans une dynamique de start-up où on a les challenges de start-up, tous les process n'existent pas, on est une petite équipe, donc la communication se passe facilement, mais malgré tout, voilà, c'est différent, on va dire, que dans des grandes entreprises. Donc je pense que
c'est tout le challenge de trouver une personne qui peut allier ces 2-là. Après, d'un point de vue expérience, nous, on est assez ouverts. Si on trouve, la perle qui correspond à ces critères, on est tout à fait ouverts, Côté appel aux candidatures, j'ai envie de dire, hein. Oui, appel aux candidatures certainement, Contactez sauf que Aude du sur coup, LinkedIn. c'est pour la région, c'est Oui. vraiment pour la Flandre orientale et occidentale, donc J'ai envie de te parler pour, finir l'épisode, un petit peu sur toi, ton équilibre à toi, la place du wellness, du bien-être pour toi dans ta vie. Déjà, comment tu fais pour allier tout? Allier ta casquette chef d'entreprise ou en tout cas d'un statut de manager, de co-founder, avec ta vie de famille, avec ta vie sociale. Comment tu fais? Quel est ton secret? j'y arrive pas. C'est honnête, j'allais dire, je croyais que tu allais me dire: «Je dors pas». Non, alors le sommeil pour moi, c'est super Voilà, important. pareil. J'ai vraiment, vraiment besoin de mes 8 heures de sommeil par nuit pour pouvoir fonctionner. C'est ce qui a été très, très compliqué d'ailleurs quand mon fils est né, parce que c'est encore toujours compliqué. Donc non, non, le sommeil, certainement, mais en fait, moi, j'y arrive pas, ça c'est clair. Moi, j'ai pas encore trouvé l'équilibre. Le bien-être pour moi, le temps pour moi joue un rôle essentiel, dans comment je me sens et aujourd'hui, j'ai pas assez le temps pour moi, c'est sûr. Parce que boulot, parce qu'on vient de déménager, après un gros projet de rénovation qui nous a pris quand même pas mal de temps et d'énergie, parce que 2e grossesse, parce que nouvelle école pour mon fils, enfin gros chamboulement, on va dire, de tous les côtés, en plus d'être entrepreneur et clairement, il y a pas d'horaire. Tu pas de journée type? J'ai pas de journée type, certainement pas. Tu es du genre à Hem reprendre ton laptop le soir après le coucher de ton fils? Oui, Ah oui, ouais, quand même. ouais, quand même. Ça dépend des jours, hein, et ça dépend des semaines aussi. Il y a des semaines où ça arrive plus que d'autres. Il y a des semaines où j'ai pas envie et je suis obligée. Il y a des week-ends où je dois travailler, mais ça dépend, on va dire. Il y a pas de règle, c'est pas que tous les soirs, je suis derrière mon PC. Ton mari, il est consignant avec ça, avec ton rythme de vie? Oui, Ça a hyper. jamais été un problème, que tu doives travailler autant en nombre d'heures? Non, non, après, il travaille beaucoup aussi, il aime beaucoup son job aussi, il travaille pour une super chouette boîte belge et malgré tout, on a beaucoup de compréhension tous les 2 pour ça, aussi, parce qu'on a été, tous les 2 chez L'Oréal où, les horaires sont quand même assez corsés. La valeur du travail, je pense que vous avez sans doute tous les 2. Oui, tout à fait, tout à fait et lui aussi, il a quelque part cette envie entrepreneuriale et donc je pense que ça lui fait plaisir aussi de voir que, je le fais et que j'ai l'occasion de le faire. Et que tu t'y Donc plais et que tu ouais, t'épanouis, ouais, ouais. Oui et puis c'est chouette parce qu'il est hyper impliqué Mmh. aussi, on en parle beaucoup, donc non, c'est super chouette. Qu'est-ce que tu fais durant ces moments à toi, quand tu les as? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te ressource? Le silence. Ah ouais. Moi, oui, je suis quelqu'un de relativement posé, on va dire. Ce qui me fait plaisir, c'est de lire un livre, d'être dans ma voiture sans radio, sans bruit. Donc juste avoir vraiment des moments de silence où je peux réfléchir et où je peux être au calme, quoi. 5 minutes par jour, ça me fait un bien fou. On dit souvent: «Quand on veut, on peut». Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est pas toujours une question de volonté. Je pense que la volonté joue un grand rôle, certainement, mais je pense qu'il peut y avoir comment est-ce qu'on dit? Des challenges financiers, des challenges familiaux, des challenges de temps qui font que ce n'est pas toujours possible. Mais beaucoup part de la volonté, mais après il faut que toutes les pièces du puzzle se mettent convenablement aussi. Quelle est ta définition de la réussite? Idéalement, je pense que ce serait d'avoir un équilibre, que je n'ai pas, mais d'avoir un équilibre dans ces différentes casquettes, en fait. D'avoir un équilibre effectivement dans ce rôle de mère, dans son rôle de parent, dans sa vie professionnelle, et d'avoir, je pense qu'en fait on peut passer par des périodes où l'un prend un plus gros focus sur l'autre, mais c'est important qu'il y ait une variation et que si à un moment, la casquette professionnelle prend plus de place, qu'à un autre moment, la casquette familiale puisse prendre plus de place et inversement, en fait. Tu changerais ta vie? Tu reviendrais vers le salariat?
C'est une question que je ne me suis encore jamais posée, parce que, peut-être qu'un jour elle se posera, hein, donc je sais pas. Aujourd'hui, par rapport à mon stade de vie et par rapport à qui je suis comme personne et ce que j'ai besoin, je suis hyper, hyper épanouie dans ce que je fais. J'espère que je pourrai continuer à le faire toute ma vie, mais on sait jamais ce qui se passe et donc je ne ferme pas la porte. Tu as des pratiques bien-être qui font partie de ton quotidien? Me concentrer sur ma respiration. Mmh. J'essaye de le faire. Je me rends compte, en fait, que certains moments de la journée, je suis tellement dans le rush et je suis en train de courir après les choses que j'ai l'impression qu'en fait, j'oublie de respirer. Et évidemment que j'oublie pas de respirer, mais Mmh. j'oublie de respirer effectivement en pleine conscience et de respirer au point que ça me fasse du bien, en fait. Donc ça, je dirais que c'est vraiment la première chose. Et après, oui, le rêve, c'est de pouvoir me faire un masque et de lire un livre et d'avoir vraiment du temps de qualité pour moi. Mais on va dire, dans une journée rush et une journée type, ce sera vraiment de respirer. Tu peux nous partager une grande leçon? La résilience, je Mmh. pense. Je pense que je suis une personne, qui fait preuve de beaucoup de résilience. Je suis pas quelqu'un qui va se laisser abattre par le cours des choses. Et j'ai eu plusieurs moments dans ma vie où j'ai dû faire preuve de résilience et donc oui, je pense que ça, c'est vraiment, la plus grande leçon et simplement le fait qu'on se remet des choses et qu'on peut avancer et que même si on n'oublie pas et que ça laisse des marques, qu'on sait se relever, qu'on est capable de se relever. Une question que j'aime bien, qui est parfois un peu difficile à répondre, tu peux la passer si ça te plaît pas. Quelle est ta relation avec ton image, avec la nourriture et avec l'argent? Alors, je vais commencer avec le plus facile, c'est la nourriture. J'adore manger. Petite aussi, j'étais déjà grande gourmande. Ma maman, elle disait toujours que j'avais les yeux, plus grands que le ventre et c'est vraiment le cas. Tu Hem, cuisines? oui, j'adore Mmh. cuisiner. J'adore, 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 mais j'ai souvent pas le temps. Mmh. Donc la semaine, je cuisine, mais je cuisine rapidement. Mais en fait, moi, j'adore aller faire des courses le week-end et avoir le temps de cuisiner, me mettre en cuisine toute une journée et oui, de faire un tas de choses. Donc ma relation avec la nourriture est voilà, Saine. très bon, voilà, saine, on Elle a va l'air. dire. J'ai la chance aussi d'avoir une morphologie qui est, voilà, qui est plutôt facile. Donc je mesure la chance que j'ai, à ce point de vue-là. Je peux me faire plaisir, et voilà. Voilà. Oui. Ouais. 2e question, mon rapport À à l'argent. l'argent ou à ton image? À l'argent, j'ai pas vraiment la réponse. La seule chose que je sais dire, c'est que, je sors d'un parcours assez corporate où évidemment j'ai eu énormément d'avantages, qu'on a comme, employé en Belgique, hein, Tout à fait. 13e mois, voiture de société et cetera et cetera. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. De C'est grands même tout sauts. à fait l'inverse et c'est OK, en fait. C'est OK parce que d'une part, Sam est employé et donc Mmh. voilà, lui, il a quand même une certaine sécurité, que je n'ai plus, on va dire. Mais d'autre part, c'est OK parce que j'aime tellement ce que je fais, que, voilà, je concilie. Mais après, clairement, je fais des choix aujourd'hui que je n'avais pas à faire avant. Mmh. Et ton image? Et mon image, je l'ai laissée en dernier parce que je trouve que c'est la question la plus difficile à répondre. Compliqué, compliqué parce que je fais très attention à ce que les gens pensent de moi. Mmh. Ceci est un exercice compliqué pour moi. Écoute, tu excelles, tu fais ça avec brio, donc ça a l'air très naturel en plus. Ça ne l'est pas du tout. En tout cas, ça se ressent pas comme ça pour moi. Non, donc compliqué parce qu'effectivement, je fais attention à ce que les gens pensent de moi et j'essaye de faire attention à ce que les gens pensent de Mmh. moi. Tu ressens le besoin de plaire, de satisfaire? D'être dans les rangs? Ah! Je ressens pas le besoin de plaire à tout le Mmh. monde, non. Mais je ressens le besoin de plaire aux gens qui comptent, Mmh. et aux gens oui, dans lesquels j'ai Mmh. confiance et dont la vie compte, en fait, pour moi. Ça, oui. Oui, ne pas décevoir. Oui. Oui. Oui, oui. OK. Et on va terminer sur des petites questions que j'aime bien et comme je sais que tu m'as dit que ton cher et tendre allait sans doute écouter le podcast, est-ce que tu voudrais lui dire quelque chose? Tu voudrais lui rendre hommage à la personne qui partage ta vie?
J'avais pas préparé cette question-là. Je m'attendais à team matcha ou team café. On peut la passer. Non. C'est très intime, c'est très public. Non, c'est une très bonne question et effectivement, je pense qu'on est tellement dans le rush des choses que parfois on se le dit pas assez. Mais que voilà, je remercie L'Oréal en fait tous les jours d'avoir pu le rencontrer parce qu'on s'est vraiment rencontrés chez L'Oréal. Que je l'aime, c'est l'homme de ma vie, ça c'est clair et certain. Et que j'espère que notre deuxième fils va mieux dormir que notre premier et que ça sera un tout petit peu plus simple les premières années. Allez, team matcha ou team café? Alors celle-là, je l'avais préparée. Non, honnêtement, les deux. J'adore le matcha, mais je n'ai jamais le temps de m'en faire. Ouais. Donc à la maison, clairement, team café. Quand je vais chercher un café, parce que ça c'est un de mes petits plaisirs aussi, d'aller chercher quelque chose dans un coffee bar ou quoi, c'est soit un matcha, soit ce que j'adore aussi, c'est un dirty chai, un chai avec un shot d'espresso, ça j'adore. J'en ai jamais pris. C'est super bon et c'est super bon pendant la période de Noël. T'as l'impression de boire la Noël. Tu vois, quand je disais que la sensorialité était importante pour moi, c'est vrai qu'on l'a ça avec le chai, je l'ai complètement. La mode, c'est important pour toi? Les tendances? Les tendances, non, pas nécessairement parce que je suis quelqu'un d'assez classique, dans plein de choses. L'apparence, oui, le fait, d'être bien habillé, d'être propre sur soi, ça je trouve que oui, parce que clairement ça montre quelque chose de sa personnalité. Mais je suis pas du tout, Fashionista? Pas du tout. Non. Qui tu appelles quand tu as besoin d'un conseil? Tu as un mentor d'ailleurs? J'ai plusieurs personnes, on va dire, qui m'accompagnent, d'un point de vue professionnel et développement personnel. Justement, quand la grande restructuration a eu lieu chez L'Oréal, dans le cadre d'une restructuration, c'était une loi Renault, en fait. Et donc, il y a certaines choses qui doivent être respectées d'un point de vue de l'entreprise. Et donc, j'ai eu la chance d'être accompagnée par une super coach à ce moment-là, avec qui je suis encore en contact. Et puis, effectivement, de par le parcours professionnel que j'ai eu pas mal de managers, de collègues. Je suis assez bien entourée de ce point de vue-là. Et donc, c'est vrai que si j'ai besoin d'un conseil, il y a toujours des gens que je peux appeler, mais j'ai pas une personne précise qui est vraiment mon mentor. Et alors, tu appelles qui quand tu as besoin d'un conseil? Plutôt ta famille ou ton mari ou ton... Oui, je pense que je vais en parler surtout à Sam, en fait. Comme je disais, on en parle beaucoup, en fait, du boulot de Skincare. Et donc, souvent, je demande son avis et il m'aide à tempérer parfois mon avis aussi, qui peut être assez tranché. Donc oui, Sam, je dirais. Dernière question, la question signature d'audace. Peux-tu nous raconter un moment où tu as fait preuve d'audace dans ta vie? Je pense aux 2 grands moments de ma vie. Le premier moment, je pense, où j'ai fait le preuve de plus d'audace, c'est la naissance de mon fils. Parce que c'est une question que tu poses souvent dans ton podcast aussi. Pour moi, ça n'a pas été une évidence de devenir mère. Et donc, voilà, le fait de sauter le pas, et je ne regrette, mais vraiment aucunement d'avoir sauté le pas. Mon fils est la plus belle chose qui puisse m'être arrivée dans ma vie. Mais malgré tout, c'était pas une évidence pour moi. Donc, je pense ça clairement en numéro 1. Et puis, en numéro 2, oui, le fait de sortir d'une carrière de 15 ans de corporate et de se lancer sur un projet assez unique. Voilà, oui, audacieux. Tout à fait. Oui, tout à fait. Eh bien, écoute, Aude, merci beaucoup. Merci pour ce partage. Super merci intéressant. à toi.